Jean Grémion était le seul homme avec qui j'avais des discussions qui m'ont mieux fait comprendre le monde des entendants. C'était le premier. Avant, quand d'autres entendants essayaient de m'expliquer, je ne comprenais pas et j'étais perpétuellement dans le conflit. Lui, il m'a apaisé face aux entendants, en m'expliquant les choses simplement. Enfin, quelqu'un qui avait tout compris, un homme rare. Il était cultivé, il avait voyagé dans le monde entier, il avait une grande expérience, et c'est pour ça qu'on lui a donné ce nom, l'Ange. Ouais, l'ange. Pourquoi l'ange? Parce que pour moi, l'ange, dans les années quand j'avais 30 ou 40 ans, c'était un messager, c'est quelqu'un qui était entre les mondes. Et toute ma vie, j'ai cherché à construire des ponts de communication avec des gens qui étaient différents de moi, dans l'altérité. Très jeune professeur de philosophie dans un lycée de Dijon, puis acteur et metteur en scène de théâtre expérimental, Jean Grémion parvenait à mettre en lumière ce que les autres ne percevaient pas. Il fut ainsi l'un des premiers à comprendre que les sourds avaient été mis à l'écart pendant près d'un siècle et qu'ils devaient sortir de l'ombre. Et le problème pour nous social, que ce soit dans différentes institutions ou ailleurs, c'est que la personne sourde qui rentre dans l'entreprise ou dans la société entendante en général reçoit toujours cette frustration de ne pas montrer sa langue, de ne pas montrer sa surdité, de ne pas pouvoir s'exprimer. Cette soirée est très importante parce que c'est la première fois en France, depuis le congrès de Milan de 1880, qui a interdit violemment la langue des signes, qui a attaché la main des sourds, qui a mis à la porte la totalité des professeurs sourds, la totalité des écrivains sourds des institutions publiques. C'est la première fois qu'il y a une émission de grand public qui expose sur la place publique ce problème. Là, ce soir, il y a un équilibre, on peut enfin s'exprimer, mais c'est une situation presque artificielle. C'est vrai que, par exemple, on manque d'interprètes partout dans la vie de tous les jours, et on a donc ces frustrations permanentes. Moi, ce que j'aimerais, par exemple, c'est que votre émission soit sous-titrée, mais pas seulement ce soir, mais que toutes vos émissions soient sous-titrées et accessibles aux sourds, par exemple. Diffusée en 1992, cette émission marque un véritable tournant médiatique pour les sourds. Mais si 15 ans auparavant, Jean Grémion ne s'était pas engagé auprès de nous, sans doute serions-nous toujours considérés comme des citoyens de seconde zone. Et le Théâtre des sourds, qui a permis notre éveil, l'International Visual Theatre, n'existerait peut-être pas. J'étais au Festival mondial de Nancy, qui était le plus grand festival mondial du monde, et le directeur de l'époque, qui était Jacques Lang, il m'a demandé d'aller aux États-Unis, parce que je parlais l'anglais, j'avais vécu aux États-Unis, m'ont demandé d'aller chercher des troupes pour les inviter à ce festival. Je me demande s'il n'a pas été très intéressé en particulier par un type, par un Américain qui s'appelait Robert Anton. C'est un marionnettiste qui composait des spectacles avec des marionnettes miniatures. Et Jean Grémion avait été très séduit. Et l'un des assistants de Robert Anton était lui-même sourd. Alors, j'imagine que Jean Grémion a noué des relations avec l'assistant de Robert Anton. Je travaillais dans le théâtre visuel. Donc je travaillais avec mon corps, j'étais un entendant, mais je travaillais avec mon corps, etc. Et j'avais étudié les langues indiennes, par exemple le kathakali, quand on danse le ramayana, les danses balinaises. Donc quand j'ai découvert Alfredo qui signait d'une façon magnifique,
il parlait avec des gestes qui étaient comme un prince italien, tout était très enchaîné, c'était une langue corporelle naturelle pour lui. Un peu plus tard, je suis devenu le directeur du Théâtre national du Palais de Chaillot. Et à ce titre, j'ai créé un théâtre national des enfants que j'ai installé provisoirement dans ce merveilleux endroit que trop peu de gens visitent, le château de Vincennes. Jean Grémion avait dû sans doute être séduit par l'atmosphère, et un peu plus tard, il a eu l'idée d'installer son théâtre international des sourds en cet endroit. Il s'est entêté, il s'est acharné, il s'est bagarré pour faire exister cette compagnie théâtrale. C'est ainsi que naît en 1976, au château de Vincennes, IVT, l'International Visual Theatre, qui va permettre à des sourds de se réunir et de prendre conscience de leur identité linguistique et culturelle. À cette époque, j'avais un emploi au ministère du Travail. À l'étage au-dessus du mien, au 3e, il y avait le bureau de M. Bouillon, l'inspecteur pédagogique des écoles spécialisées pour enfants sourds, sous la responsabilité du ministère de la Santé. Je suis souvent allée le voir parce que je voulais obtenir une formation, apprendre le français, passer mon bac par correspondance. Et à chaque fois, il me répondait « C'est impossible, vous êtes sourde ». Ça me mettait en colère. Et puis un jour, Alfredo Corrado et Jean Grémion sont venus voir M. Bouillon pour lui demander s'il avait une liste d'enfants et d'adultes sourds. En fait, à l'époque, c'était difficile de rencontrer des sourds. Et il a eu l'idée de me les envoyer. Là, dans mon bureau, ils me racontent qu'ils veulent rencontrer des sourds, qu'ils ont des projets et d'autres choses en tête. Moi, je n'ai pas bien compris ce qu'ils cherchaient. Quand Jean nous a dit « Moi, je suis entendant », mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous opprimer. On va discuter en langue des signes. Ça va aller. Nous, les sourds, on n'en revenait pas. On n'avait pas compris, tu te souviens? Mais pourquoi il nous parle d'oppression? On ne comprenait pas. Pourquoi il parle d'oppression? On s'est dit, mais nous, on vit comme tout le monde. On a un boulot, une maison, on est libre d'aller et venir. Et Jean, il nous parle d'oppression. Après ça, on s'est mis à réfléchir. Je n'oublierai jamais cette période. On venait tous les soirs. Après notre journée de travail, on faisait l'effort de venir jusqu'au château de Vincennes. On se retrouvait là tous les soirs, à 6 heures, tout stressés à l'idée d'être en retard. Et là, on se posait, assis en cercle, des bougies posées devant nous, on se mettait en tailleur et les yeux fermés, on se recentrait sur soi. Et puis ensuite, chacun prenait la parole, on parlait de nos vies, de la discrimination qu'on subissait au travail, des remontrances continuelles, on en avait marre. En fait, on vivait tous la même chose. Voilà, ça se passait comme ça. C'était formidable. Et Jean nous disait, voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut montrer, tout ça, votre vécu. Mais moi, je n'osais pas, ça me gênait. Mais il insistait. Il nous a fallu du temps, chacun apportait son témoignage, et c'est à partir de toute cette matière qu'on a monté la pièce crochet fermé. Moi, j'ai reçu une éducation oraliste, bien sûr. Depuis toute petite, pendant très longtemps, on m'a rééduquée à la parole. Donc, depuis mon plus jeune âge, jusqu'à mes 27 ans, au début d'IVT, j'avais toujours eu honte de ma surdité. Je ne me sentais pas opprimée, ça non, mais j'avais honte d'être sourde. Je ne montrais pas que je signais, je me cachais. J'avais tellement honte. Et la révélation s'est produite avec IVT.
Là, j'ai commencé à découvrir mon identité. C'était fini. J'ai arrêté de me soumettre. Je pouvais enfin être fière de ma langue. Parce que la langue des signes, c'est tout un art. Et j'en étais vraiment fière. Pour tout ça, je remercie infiniment Alfredo et Jean Grémion. La pièce crochet fermé, c'était pour les sourds, Mais c'est pour ça. nous, pas pour l'extérieur. Oui, oui. Le titre crochet fermé symbolisait l'entre-soi. Ce n'était pas pour les autres. Il fallait rester centré sur nous pour retrouver notre dignité. On a enchaîné avec la pièce crochet ouvert. Et là, on s'adressait à tous. Pourquoi ce titre, crochet ouvert? C'est venu des entendants qui voulaient absolument savoir comment on se moquait d'eux. Les entendants se tordaient de rire. Ça leur faisait du bien. Ah bon, c'est comme ça que vous nous voyez? On était dans le partage. Et ça a créé un pont entre nous. On avait subi leur moquerie. Là, c'était leur tour. On était à égalité. Les entendants ont découvert la langue des signes grâce à notre théâtre, comme s'ils ne l'avaient jamais vu avant. C'est vrai que nous, dans la rue, on ne signait pas. On ne voulait pas être traités de singes, on se taisait. Pour eux, le théâtre en langue des signes, c'est comme de la danse indienne avec ses gestes. Vous êtes bien gentils, mais la langue des signes est interdite dans les écoles. Les enfants sourds en sont privés. Puisque vous trouvez la langue des signes si belle, vous n'avez qu'à militer avec nous, participer à notre combat pour l'école. Pourquoi vous ne l'apprendriez pas, puisque vous la trouvez si belle? Pourquoi me regardez-vous comme un animal ou un débile? Admirez la grâce de mes mains. J'ignorais toutes les possibilités artistiques qu'offrait la LSF. Je ne le savais pas. Cette expérience a été un déclic. Avant, on était dans la peur, l'oppression. Alors l'attention qu'on a suscitée, elle nous a aidés à aller plus loin dans l'expression en langue des signes, à devenir meilleurs, à se dépasser. Et c'est comme ça que c'est parti. L'entendant a une logique qui est linéaire, complètement aristotélicienne, avec des phrases structurées, avec des phrases qu'on lui apprend à structurer, une vision du monde qu'on apprend à structurer, des petites boîtes, des petites catégories, et tout ça fonctionne très bien dans une logique qu'on appelle la connaissance, avec une certaine forme de pensée. Tandis que le sourd vit dans un monde radicalement différent. D'abord, il vit dans une logique qui est complètement spatiale, et tout son corps va sculpter, va s'exprimer dans l'espace. Son corps, c'est sa voix. Et donc, c'est le mouvement du corps, la position, la chaleur du corps, la façon dont il regarde l'autre, la façon dont il utilise son espace, la rapidité, la lenteur, les souffles, tout cela va créer son langage et son rapport au monde. C'était un homme incroyable. L'homme le plus ouvert que j'ai jamais rencontré. Il connaissait du monde, pas seulement des journalistes, il fréquentait aussi des ministres, des écrivains, des gens de télévision. On a eu tellement de chance d'être proche de cet homme. Il nous a apporté une clé en or. Avant ça, on n'avait jamais parlé des sourds dans les journaux, jamais. Jusque-là, on était enfermés entre quatre murs. Et puis on s'est émancipé, les murs sont tombés et on est sorti à l'air libre. Et c'est grâce à Jean. Pour moi, le théâtre pouvait changer le regard des entendants sur le monde des sourds. C'est-à-dire que quand ils verraient des sourds qui font du théâtre, ils diraient « mais c'est formidable ». Et les premiers spectacles qui ont été écrits par le groupe d'IVT, tous les entendants ont été étonnés. Il y a eu des articles dans Le Monde, dans tous les journaux, les télévisions sont venues. Ils ont dit c'est extraordinaire, c'est complètement nouveau. Mais comment c'était? Ils étaient où les sourds? Ils faisaient quoi? Moi, après, je suis parti au bout de 4 ans. Au bout de 4 ans, j'ai donné IVT. Après, c'est Thierry Junot, ça a continué. Mais moi, après, j'étais devenu un journaliste, un reporter, beaucoup dans des grands journaux, etc. Donc, après, je ne me suis plus du tout occupé d'IVT. J'ai disparu. Jean Grémion s'est éclipsé et les créations d'IVT se sont développées. Depuis 2004, c'est Emmanuelle Laborie qui est à la tête du théâtre. Elle se souvient de sa première rencontre avec Jean Grémion. Moi, j'ai une image très forte en tête. C'est celle de mes parents,
et de gens qui va à leur rencontre. Pour moi, c'était très fort ce moment où il les emmène avec lui. Il leur fait signe « Suivez-moi ». Et ils partent à la découverte du monde des sourds. Un peu troublés, un peu perdus, ils entrent dans ce monde et c'est Jean qui les guide. Cette image, elle est ancrée en moi, comme une photo. J'étais toute petite, je n'avais que 7 ans à cette époque. C'est ça que je revois. C'était un bel homme. Il aimait prendre la parole. Il maîtrisait parfaitement l'éloquence et il savait tenir de beaux discours. Et aussi, il se saisissait de tout ce qui sortait de l'ordinaire, comme il l'a fait pour la cause sourde qu'il a mise en lumière. Pour moi, s'il n'y avait pas eu Jean, et Alfredo Corrado, bien sûr, puisqu'ils travaillaient ensemble, il n'y aurait jamais eu IVT. Il n'aurait pas pu voir le jour. C'est grâce à Jean qu'IVT est né. Il a toujours gardé un œil sur nous, dans sa longue vue pour savoir si ça allait. Même s'il poursuivait sa route par ailleurs, il s'assurait toujours que ça se passait bien dans la communauté sourde, que ça avançait bien, et IVT aussi. Il est toujours resté attentif. Quand j'ai rencontré Jean, il travaillait à Vital. Il était grand reporter à Vital. Il partait aux 4 coins du monde, mais plus particulièrement en Californie, où il ramenait des nouveaux concepts autour du corps, de la culture physique, du bien-être, et puis ces nouvelles philosophies un peu New Age avant l'heure. Il était curieux de nature. C'est un vrai journaliste, un philosophe, mais surtout un journaliste. Et il défrichait les choses comme ça, les phénomènes. Et Vital l'avait très bien compris, et beaucoup de journaux, sachant qu'il allait regarder les choses différemment, aller plus loin et avoir les antennes toujours en alerte. Journaliste avant-gardiste pour de nombreuses publications, directeur du magazine Lui, réalisateur de documentaires et écrivain, Jean Grémion était un électron libre. La planète des sourds, qui retrace l'histoire de notre communauté, sera son premier livre. Ce qui le fascinait chez les sourds, c'était leur extraordinaire expressivité. Il adorait la langue des signes, il estimait qu'elle était sans tabou. Aucune hypocrisie comme ce que nous avons, nous, dans notre verbe et nos verbiages. Ce qu'il admirait chez les sourds, c'était ce truc de immédiateté et de spontanéité visuelle, parce que avec la langue des signes, vous dites les choses qui concernent la sexualité, la sensualité, le connard là-bas, la saleté ici. Bref, les choses sont carrées, claires, immédiates. L'entendant très vite, qui a supprimé le toucher, l'olfactif, le visuel, qui a détruit son corps pour en faire une espèce de momie occidentale, n'a laissé que la parole et l'audition, tandis que le sourd, lui, vit dans un monde qui est de vraie communication, de cœur à cœur, de toucher à toucher, de corps à corps. Et je crois que si on pouvait prendre une image qui est la plus juste, je crois que quand 2 sourds se parlent, c'est vraiment comme quand 2 personnes font l'amour, c'est-à-dire que c'est un discours corporel avec une progression du langage dans le corps, de même qu'il y a une progression du langage dans la vue. Quand 2 sourds se regardent dans les yeux, par exemple, ils expriment 1 milliard de choses. Nous ne savons pas exprimer cela. Chez Jean, la dimension sensuelle était importante. Tout faisait sens et sensualité. C'est-à-dire que c'était un jouisseur, il adorait manger, boire,
faire l'amour, séduire. Bien sûr que tout le monde lui a demandé « Alors, t'as baisé avec des sourdes ?» Forcément. Et il se faisait un plaisir de dire « Mais bien sûr, et voilà comment ça se passe et tout. » Et l'absence de tabou existe aussi dans le domaine de la sensualité, etc., etc. Il n'évacuait pas du tout ces questions-là. Je lui demandais, et les femmes alors? Il disait, ah oui, j'aime les femmes. C'est important, c'est bon pour la santé. Oui, c'était un sacré dragueur. Je ne l'oublierai jamais. Ah oui, les femmes, c'est important, c'est bon pour la santé. Et il le disait avec un air grave, une expression très sérieuse. Beautiful, you are beautiful. Ce qui me faisait rire chez Jean quand il signait, c'est quand il faisait le signe oui, maladroitement comme ça. Oui, yes, en secouant la tête. Qu'est-ce qui me faisait rire? On aurait dit Mime Marceau. Il mélangeait le signe oui et yes. J'imitais sa démarche, j'imitais sa façon de signer, de hocher la tête. Good idea. Intéressant, interesting, comme ça. Interesting. Ah oui. Sa façon de signer, j'aimais tout chez Jean. J'adorais l'imiter. Vous savez, Jean avait rencontré beaucoup de monde dans sa vie. Mais nous, les sourds d'IVT, c'était une passion, ça faisait partie de lui. Il aimait échanger avec nous. Il trouvait que c'était plus chaleureux. Quand je lui demandais, toi qui as tout vu, tu penses quoi des sourds? Ah, j'aime les sourds, ça oui, je les aime. Vraiment, je les aime. Jean Grémion a célébré les sourds dans ses livres. Cette histoire collective, il l'a également consignée dans les mémoires qu'il était en train d'écrire. Des mémoires qu'il destinait à ses enfants. Le château est devenu une ruche. Il attire à présent autant de sourds que d'entendants. Le fait que les entendants, ils seront capables de s'exprimer dans la langue des sourds. L'idée de former des interprètes, je crois, il y avait aussi à l'origine, dans le projet. C'est à moi qu'échoua le travail général de l'organisation du projet. Je sais que parfois, il était fier de certains morceaux, il voulait nous les montrer, ou alors il nous racontait l'histoire, et nous, on réagissait pas forcément, et du coup, il était là... je vous raconte des histoires incroyables et vous en avez rien à faire et tout. Il était un peu là, bon, je sais pas pourquoi j'écris ça parfois et tout. Mais il savait qu'on les lirait un jour, c'est sûr. La période du travail avec les sourds, il en parlait quand même assez souvent dans les repas de famille ou même à nous de temps en temps. On disait qu'il radotait. Mais c'est vrai que je pense qu'il était assez content d'avoir apporté cette contribution et d'avoir... Ouais. C'était une de ses grandes fiertés, c'était d'avoir pu créer ce théâtre et aussi aider les sourds, sachant que la langue était interdite à ce moment-là. D'avoir aidé à ce que la langue des signes se diffuse. Ouais, voilà. Je pense que dans son combat sur les sourds, il n'a jamais abandonné et c'est pour ça qu'au final, ça aboutit. Parce qu'il aimait bien... Peut-être qu'il y a de la difficulté, justement, il arrivait à surmonter ça. Et à la fin, de dire justement aux gens, regardez, c'est possible. Il avait un tempérament assez optimiste, je trouve. Et qu'il fallait tenter des choses et que si on ne tentait pas, ça n'avait pas forcément d'intérêt. Je pense qu'il y avait de ça aussi. Et dès que la passion dégringolait un peu, je pense qu'il se disait « je ne serais pas si bon ». Donc, il avait fini un cycle et il estimait que c'était à quelqu'un d'autre de reprendre le flambeau. Lui allait le faire avec moins d'enthousiasme. Ça, c'était très intelligent de considérer que, au fond, on n'est bon que quand on est dans l'émerveillement. Et au fond, sa vie, ça a été ça. Il a décidé... de ne plus se battre contre son cancer parce qu'il estimait qu'il avait eu une belle vie et que, voilà, ça va. À 78 ans, j'ai eu mon content.